Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. En janvier 1749, un scandale agite la ville de Lyon, dont le bourreau attitré, qui donnait pourtant toute satisfaction depuis 23 mois, est contraint à la démission pour être remplacé par un nouvel exécuteur. Pourquoi un tel scandale ? Et surtout, qui était ce bourreau démis de ses fonctions ? Un bourreau en tout point exceptionnel comme nous allons le découvrir. Quelle faute, voire quel crime a-t-il commis pour mériter une telle sanction ? Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas avec mon binôme habituel, Cédric Delaunay, que nous allons parler aujourd'hui de ce sujet. J'aurai en revanche, pour évoquer le sujet, le plus grand plaisir d'accueillir dans nos studios Fabrice Mauclerc, docteur en histoire, spécialiste d'histoire de la justice. Bonjour Fabrice Mauclerc. Bonjour Éric Labaille. Avant d'aller plus loin, je voudrais que l'on s'interroge sur le terme bourreau. Qu'est-ce qu'un bourreau ? Alors, c'est tout simplement, dans le langage juridique de l'époque, l'exécuteur des sentences criminelles, ou l'exécuteur des jugements criminels, ou le maître de la haute justice. On a toutes sortes d'expressions. Donc c'est celui qui est chargé d'exécuter les décisions de justice, en particulier la peine de mort, mais pas que. Il y a plein d'autres peines à l'époque sous l'Ancien Régime. Oui, donc toutes les décisions de justice qui impliquent ou pas la mise à mort. Tout à fait. Donc ça peut être aussi les simples, entre guillemets, peines dites afflictives et infamantes. Quand quelqu'un a été condamné à une exposition au pilori, c'est le bourreau qui doit s'en charger. Quand quelqu'un a été banni, donc là, il n'y a pas de peine létale ou même de meurtrissure, de flétrissure. Donc le bourreau s'en charge. Voilà, c'est toutes les peines dans le spectre le plus large, depuis la mort, effectivement, pour la peine la plus terrible, le châtiment extrême, suprême, et puis les peines les beaucoup plus légères, effectivement. Depuis quand est-ce que la fonction de bourreau existe ? En tout cas, sous la forme sous laquelle on la connaît et qui est celle de 1749. Alors, donc sa version professionnelle, puisqu'en fait les bourreaux c'est un très vieux métier, ça existe depuis au moins l'Antiquité, mais je dirais qu'en France pour la version professionnelle c'est 14e, 15e siècle, donc à l'extrême fin du Moyen-Âge, quand l'État se met en marche, quand l'État se reconstruit en quelque sorte, et on pourrait dire que c'est un peu en quelque sorte Louis XIII qui a véritablement validé l'institution. Donc le bourreau est une grosse brute, épaisse, avec des gros muscles, poilus, habillé de rouge généralement, avec une grande capuche qui cache son visage, bien évidemment. Alors tout ça c'est faux. Malheureusement, c'est l'image d'Épinal. Effectivement, on a gardé l'image d'un bourreau gros, trapu, sanguinaire, le sang sur les mains, pardon. Et c'est totalement faux. En particulier, il ne porte pas de cagoule. Ça, c'est pas très connu, mais le bourreau effectivement agit à visage découvert. Il y a quelques cas particuliers, mais dans la plupart des cas, le bourreau n'a pas de cagoule. Le bourreau exécute devant le public et pour finir, le bourreau, on sait où il habite. Il est toujours domicilié dans la ville, dans le village. Il a des voisins, il va à l'église, il fait ses courses comme tout le monde, donc c'est quelqu'un de connu qui n'a pas besoin de se cacher. Je crois d'ailleurs que lorsqu'il fait ses courses, il a une particularité par rapport aux autres consommateurs. Alors c'est le simple élément effectivement qui doit le distinguer des autres. Alors, il n'est pas habillé forcément avec une cagoule, mais par contre il doit avoir jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, une tenue qui permet de le distinguer. Il peut avoir une épée sur son épaule, voilà un symbole qui ne met pas le doute sur la profession qu'il exerce. Et effectivement, vous faisiez allusion sûrement à un autre élément. Quand il fait ses courses, il a le droit, particulièrement le jour où il prélève son droit qu'on appelle le droit de havage, il a le droit de prélever certaines quantités de marchandises, toutes les marchandises qui entrent dans la ville, un jour de marché. Eh bien, le bourreau peut prélever une certaine quantité au départ à la main. Donc c'est de là que vient le mot havage, c'est la haver. Et puis ensuite, parce qu'on considère que tout ce que touche le bourreau est souillé, avec une cuillère. Donc le bourreau va dans les sacs de blé, dans les quantités de légumes, toutes les marchandises possibles imaginables, il peut prendre sa part. Et est-ce qu'on a une estimation du nombre de bourreaux qui exercent en France aux alentours de l'année 1749 ? Alors, on n'a pas de statistiques très très précises, mais on peut considérer qu'ils étaient à peu près à cette époque autour de 200.
Voilà. Pour tout le royaume de Pour France. l'ensemble du royaume de France, on peut considérer qu'il y avait à peu près déjà au minimum un bourreau par province. Et on a même des cas, quand il y a un découpage encore plus important, on peut avoir jusqu'à 2, 3, 4 bourreaux par province. Et alors, la ville de Lyon, en 1749, donc je rappelle que nous sommes sous le règne de Louis XV, en 1749, la ville de Lyon est la deuxième ville la plus importante du royaume. Elle possède un bourreau, plusieurs bourreaux? Non, un seul bourreau. La ville de Lyon est une grande ville, mais comme Paris n'a qu'un seul bourreau, la ville de Lyon n'a qu'un seul bourreau également. Et ce bourreau, d'ailleurs, je fais une petite remarque, on a du mal à le recruter, contrairement à d'autres villes de France. J'ai parlé de ce fameux droit de havage. En fait, le droit de havage n'existe pas partout, et en particulier, il n'existe pas à Lyon. Et donc, il n'y a pas de revenus supplémentaires autres que les exécutions. Et donc, on a beaucoup de mal à Lyon, semble-t-il, à trouver un bourreau, ce qui va peut-être expliquer qu'on va recruter un bourreau un peu particulier. Enfin, ça, on ne le savait pas encore à l'époque. Ce qui explique peut-être le recrutement d'un certain François-Henri. Voilà, Quand est-ce que ce François-Henri arrive au service des Lyonnais? Alors, il apparaît dans les archives, puisque tout ce que je peux vous raconter est basé sur des archives. Il apparaît dans les archives donc en février 1747, de manière tout à fait normale. Il est reçu par la justice de Lyon, donc c'est la Sénéchaussée. Voilà, il doit prêter serment, et donc on a son identité ce jour-là. On a un document qui le prouve aux archives. Donc il se prénomme François-Henri, et il dit être originaire de la ville de Langres. Originaire de la ville de Langres, et est-ce qu'il fait état, lorsqu'il prête serment, de son passé de militaire? Alors absolument pas, en tout cas j'ai pas d'archives pour pouvoir le prouver. Malheureusement on a un document assez sec, on a juste un procès verbal comme quoi il a été reçu, mais on devrait avoir effectivement les questions qu'on lui a posées, les réponses qu'il a faites, et donc on ne sait pas tous ces éléments-là, on va les découvrir un peu plus tard. Donc il reste 23 mois, je crois, au service de Lyon, en service à Lyon. Oui. Il donne satisfaction. Tout à fait, il semblerait qu'il fait son travail tout à fait correctement. Il a, semble-t-il, aussi un passé, donc il a déjà exercé comme aide-bourreau à Strasbourg et à Montpellier, donc c'est quelqu'un qui a une certaine expérience et qui a servi, et on le découvrira un peu plus tard, qui a servi aussi à l'armée, donc c'est quelqu'un qui est tout à fait apte, a priori physiquement et en termes de pratique professionnelle, pour assumer correctement sa tâche. Il donne satisfaction, effectivement, et je peux peut-être donner un élément qui semble l'indiquer. Après un an d'activité, il va demander une augmentation, puisque à Lyon, les bourreaux ne touchent pas de havage, mais ils ont droit à des gages, donc étaient de l'ordre de 300-350 €. Et il va faire une demande pour être augmenté, prétextant que la vie était dure. C'est pas nouveau, c'est l'histoire d'inflation et une vie difficile. Et donc, effectivement, on va l'augmenter de 100 livres par an. Donc, il va toucher 450 livres par an, et c'est quand même une somme qui est assez importante pour l'époque. Tout à fait, oui. Et donc, dans les exécutions qu'il a pu avoir à pratiquer à Lyon, il y en a une le 23 mars 1747 qui est un peu particulière. Alors j'ai essayé de retracer effectivement les différentes activités qu'il a pu accomplir. Alors on a toujours des images de décapitation, d'écartèlement, des choses abominables. Mais François-Henri, comme beaucoup de bourreaux de l'époque, il va pratiquer des peines assez banales. Il y en a quand même une qui sort du lot, et c'est peut-être la première exécution qu'il a dû réaliser. Il va condamner, ou plutôt il va exécuter un cadavre. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement on condamne quelqu'un à la mémoire, on condamne sa mémoire. Donc c'est quelqu'un qui s'est pendu en prison. Donc un pauvre type, entre guillemets, qui s'est pendu en prison, et donc il a commis un homicide. On appelle ça l'homicide de soi-même, donc c'est le suicide qui est condamné par l'Église et la justice, et donc il va être, on va lui faire son procès après sa mort, et il va être condamné à être traîné à l'arrière d'une charrette, et finalement son corps jeté à la voirie. Donc on lui refuse toute sépulture chrétienne. Et donc François-Henri va devoir exécuter ce pauvre individu, donc qu'on a tiré de sa cellule en prison et qu'on a finalement condamné par la suite. Est-ce qu'on a beaucoup de témoignages ou de sources sur l'exercice de François-Henri pendant ces 23 mois? Ah non, c'est véritablement très très difficile, et voilà, pour le livre que j'ai écrit pour l'occasion, il a vraiment fallu que je fouille, que je farfouille même, donc que j'aille dans tous les coins possibles imaginables, l'archive de Lyon municipale, départementale, mais il y a très très peu d'éléments, mais j'ai quand même des éléments assez probants. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Dans l'ensemble, le portrait que vous en brossez est celui d'un bourreau compétent, d'un bourreau honnête au sens où il fait son travail correctement et qui donne satisfaction. Oui. Et patatras,
janvier 1749. Que se passe-t-il? Alors un véritable coup de tonnerre, et on peut imaginer que dans la ville de Lyon, qui est une ville importante, marchande, commerçante, où il y a beaucoup de passages, ça a dû faire beaucoup de bruit. Alors on ne connaît pas les conditions ou les raisons exactes, mais en tout cas, on va découvrir que François-Henri est une femme. Une femme? Mais Oui. bon, mais c'est exceptionnel. Enfin, là, je plaisante, mais le métier de bourreau est un métier exclusivement masculin. Alors c'est vrai que c'est à peine croyable de considérer qu'une femme a pu être bourreau pendant 23 mois. Elle a dû pratiquer d'ailleurs 3 pendaisons le même jour. Elle a pendu 3 femmes et à l'époque on pend en devant monter à une échelle, en supportant le corps. Donc voilà, ça veut dire qu'elle était suffisamment robuste pour faire l'exercice. Mais effectivement, c'était bien une femme et à partir de ce moment-là, bien sûr, je pense qu'on tombe des nues à Lyon, ceux qui l'ont embauchée, ceux qui l'ont reçue, ceux qui l'ont côtoyée au jour le jour. Elle habitait dans un quartier assez connu à Lyon, la Guillotière, donc elle avait des voisins et donc je pense que tout le monde a dû être surpris. Mais c'est bien le cas puisque assez rapidement, elle va raconter son histoire. Elle avait des aides bourreaux qui travaillaient avec elle quotidiennement, qui auraient pu se rendre compte de la oui, supercherie. c'est plus que probable qu'elle avait des aides bourreaux. Un bourreau à l'époque ne travaille jamais seul, hein, il est toujours entouré d'une petite équipe. Hein. Alors voilà, encore une fois, on n'a pas la raison principale de la dénonciation. Est-ce que c'est son aide bourreau? Il y a une autre version qui dit que c'est sa servante, sa femme, en tout cas celle qui passait pour être sa femme. Voilà, il y a plusieurs possibilités, mais pas de raison unique. Et puis enfin, il y a une quatrième raison que je n'ai pas pu vérifier, c'est que notre bourreau aurait trempé dans une affaire de recel. Et donc c'est quand on est venu l'arrêter qu'on l'aurait fouillé et là qu'on aurait découvert en la palpant, en cherchant un petit peu sur elle ce qu'elle avait, qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, effectivement. Ouais. Donc elle ne s'appelle bien évidemment pas François-Henri. Comment s'appelle-t-elle? Alors son nom exact, c'est Marguerite Julienne Lepestour. Lepestour. Et elle n'est pas née à Langres. Non, elle n'est pas née à Langres. Alors je pense qu'elle a raconté beaucoup de bobards tout au long de sa vie. On y reviendra peut-être. Mais c'est un art. C'est un art. Par contre, elle est quand même très maligne, cette Marguerite Julienne Lepestour, parce qu'en disant qu'elle était de Langres, j'ai fait une recherche en se prétendant s'appeler Henri. J'ai trouvé effectivement que 10 ans avant elle, enfin en tout cas 10 ans avant l'histoire, il y avait bien 2 bourreaux qui s'appelaient Henri à Langres. Donc est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'elle avait entendu parler de ces bourreaux et du coup elle avait repris ce nom-là? Et puis enfin, si elle se fait appeler François, c'est sûrement pas par hasard non plus, puisqu'elle avait un grand frère qui s'appelait François. Donc elle a repris en quelque sorte l'identité de son frère, en tout cas pour le prénom. D'accord. Et quel est son parcours? Donc là, le vrai parcours de vie de la vraie Marguerite Julienne Lepestour. Alors c'est un véritable roman, et d'ailleurs des romans ont été tirés de son histoire, alors avec pas forcément tous les éléments que j'ai pu découvrir depuis quelque temps. Mais en gros, pour faire simple, elle a quitté la Bretagne parce qu'elle aurait été martyrisée par sa belle-mère. Elle aurait pris les affaires de son frère. Ensuite, elle serait partie en direction de Paris, on peut l'imaginer. Et là, elle a été enrôlée, comme ça se faisait à l'époque, peut-être en lui promettant le voyage, l'aventure et puis une belle solde. Elle s'est engagée dans l'armée française, donc bien sûr avec l'apparence d'un homme, et elle a participé à la guerre de succession d'Autriche. Ce qui est quand même un parcours assez étonnant, même pour un homme, finalement, ça sort de l'ordinaire. Et puis se poser la question comment elle a jamais été découverte, parce qu'à l'armée, il y a quand même un peu de promiscuité, il y a des moments un peu intimes, mais donc elle a su faire, et a priori, pour avoir creusé la question, elle n'est pas la première, hein, c'est pas un cas unique, il y a d'autres cas dans l'armée française à l'époque et dans les armées européennes, de femmes qui ont réussi à se faire passer pour des hommes et être soldats. Oui, on en connaît quelques-uns sous la Révolution et le Premier Empire avec Thérèse Figueur, mais là, effectivement, c'est un cas d'école. Donc, je rappelle qu'elle est née donc à Cancale en 1720. Son père était marin, donc capitaine d'un vaisseau marchand. Donc, elle a quitté la Bretagne. Elle fait son parcours militaire. Donc, la guerre de succession d'Autriche, là encore, je le rappelle, se termine en 1748. Donc, avant la fin de la guerre de succession d'Autriche, elle arrive à Lyon pour exercer le métier de bourreau. Alors il y a un épisode avant, d'ailleurs il semblerait qu'elle ait déserté, c'est pas très glorieux, mais qu'elle soit passée du côté des Autrichiens et qu'avec des compagnons elle se s'est retrouvée du côté de Strasbourg, et là sans argent elle aurait été accostée par un homme sans savoir qui c'était, elle a accepté de le suivre, de travailler avec lui, et c'était le bourreau de Strasbourg. Donc voilà comment elle serait devenue l'aide-bourreau de Strasbourg. Ensuite elle apprend qu'une place est disponible à Montpellier, donc elle descend à Montpellier, elle devient bourreau, et puis enfin sachant aussi que la ville de Lyon cherchait un bourreau, avec cette difficulté à en trouver, elle vient à Lyon et elle obtient la place. Voilà comment elle devient bourreau à Lyon, donc en février 1747. Donc elle est découverte, janvier 49. Que se passe-t-il ensuite? Elle est traduite en justice? Alors, elle risque gros, hein. Ce qu'elle vient de faire, c'est assez terrible. Elle s'est travestie en homme, elle a triché avec son identité, et son identité de genre en particulier. Elle risque effectivement, alors
pas une peine de mort, mais en tout cas, elle risque d'être enfermée à vie, elle risque effectivement de perdre sa liberté. Mais, et ça je pense que c'est la clé de l'énigme, elle appartient à une famille assez importante, hein. Son père effectivement capitaine de vaisseau, elle a un oncle qui est également à Granville, un personnage important, un armurier important, quelqu'un qui est effectivement un armateur important, et elle a enfin un oncle qui est curé. Donc elle appartient vraiment à la petite notabilité bretonne, donc voilà, donc je pense que ça c'est ce qui va la sauver. Et on va essayer de trouver une sorte de compromis. On veut pas faire trop de scandales parce qu'à Lyon, je pense que ceux qui l'ont embauché, notamment les gens de la municipalité et les juges, ont sûrement un peu mauvaise conscience. Et donc, on va trouver un compromis assez particulier, à savoir lui trouver un mari. Et elle se marie en prison. Voilà, on lui trouve un mari. Alors, je pense qu'on l'a trouvé en prison. Donc, peut-être c'est quelqu'un qu'elle a côtoyé. Il faut savoir qu'à l'époque, les prisons ne sont pas aussi, entre guillemets, difficiles qu'aujourd'hui. On se balade beaucoup dans les prisons, on peut se déplacer, hein, dans la journée, on n'est pas dans le cachot. Donc elle a peut-être rencontré en prison. Donc c'est un laquais d'un personnage important de Lyon. Et effectivement, elle va l'épouser. Et le contrat de mariage est signé dans la prison. On a la preuve, le contrat de mariage, j'ai pu le retrouver. La bénédiction a lieu aussi dans une chapelle de la prison. Et entre guillemets, tout est bien qui finit bien, tout le monde est content. Voilà, elle est mariée, elle promet sûrement de repartir en Bretagne, de faire parler d'elle, et puis on a trouvé un successeur à cette femme assez extraordinaire. Donc elle repart avec son mari, donc elle quitte Lyon avec son mari pour rentrer en Bretagne. Donc elle va à Cancale et après elle fait un détour par la Normandie pour Granville. Voilà, donc là aussi j'ai pu reconstituer son parcours. Donc a priori elle est complètement repentie, hein. Elle retombe pas dans ses travers habituels ou premiers. Et on peut la suivre à la trace grâce à 3 actes de baptême. Donc ça veut dire, pour ceux qui se posaient la question, c'est une vraie femme, au sens biologique du terme, c'est une vraie femme. Elle a 3 enfants, donc 2 filles. La première est née à Cancale, donc on sait qu'elle a habité à Cancale, et puis ensuite on la retrouve du côté de Granville, dans un petit village qui s'appelle Saint-Léger, et il trouve que ce village, c'est le village de sa famille. Et d'ailleurs, si vous voulez un jour visiter le petit village de Saint-Léger dans la Manche, il y a un quartier qui s'appelle Le Pestour. Donc sa famille a laissé, semble-t-il, un quartier, son nom à un quartier du village. Donc on peut penser d'ailleurs qu'elle s'est installée là. Son mari, quand elle a son 2e enfant, se dit être laboureur. Donc peut-être que le mari essaie de s'installer. Et puis enfin, donc un 3e enfant qui naît également à Saint-Léger, c'est un garçon, donc les 2 premières c'est des filles. Et là, il se dit navigant. Donc peut-être que le mari de Marguerite Genet Pestour devient un peu comme le papa, quelqu'un qui part sur les mers à l'aventure et naviguer. Et donc elle meurt de sa belle mort, elle n'a pas de Alors c'est là peut-être que je suis un peu déçu entre guillemets dans ma recherche, puisque je n'ai pas pu trouver la fin de l'histoire. Je n'ai pas d'autres actes après donc le dernier, la naissance d'un fils du côté de Saint-Léger. J'ai cherché éperdument en faisant appel à mes contacts pour savoir si on pouvait retrouver son acte de décès. Et ni pour elle, ni pour son mari, ni pour ses enfants, on ne sait pas où ils sont décédés. Donc énigme. Alors est-ce qu'elle est partie à nouveau à l'aventure? On peut tout imaginer, parce que je pense que c'est une femme assez extraordinaire, hein. Son parcours le prouve, soldat, bourreau, travesti. Donc c'est, semble-t-il, quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, et peut-être qu'on peut s'imaginer tout ce que l'on veut. Donc là, je laisse la place au romancier pour trouver une fin à cette histoire. C'est vrai que quand on voit son parcours, née en 1720, lorsqu'elle arrive à Lyon, elle a 27 ans seulement. Elle est une jeune femme bourreau de 27 ans. Elle est très très jeune, mais a priori, elle a déjà un peu d'expérience. Et j'ajouterai quand même, pour ajouter une petite note familiale, donc elle a été accompagnée toute son aventure lyonnaise par une femme qui se présentait comme son épouse. Et il semblerait que cette femme était en fait sa cousine, donc une Le Pestour aussi, qui l'avait suivie dans l'aventure. Alors, je ne sais pas tous les éléments, mais en tout cas, ça rajoute encore au romanesque de l'affaire. C'est vraiment une histoire véritablement hors du commun. Bien, je vous remercie Fabrice Mauclerc. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un guide sur l'histoire des bourreaux paru aux éditions Lamarck, et que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Une femme bourreau au XVIIIe siècle, paru aux éditions L'Harmattan, disponible dans tous les points de vente, qui raconte justement l'histoire de, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler François-Henri ou Marguerite Julienne Le Pestour, en tout cas l'histoire de cette femme bourreau tout à fait hors du commun. Je rappelle également que vous pouvez retrouver cet événement, donc l'histoire de la femme bourreau de Lyon, et bien d'autres encore, dans le livre des grandes dates du Lyonnais, disponible dans toutes les librairies et maisons de la presse. Merci beaucoup Fabrice Mauclerc. Merci à vous. Et au revoir, à très bientôt. Au revoir. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.